Bonjour à tous et merci de vous être connectés pour cette audition. Donc, mes chers collègues présents, bonjour, installez-vous. Alors, avant d'ouvrir l'audition de ce matin, à l'attention de nos collègues, je vous signale le déplacement que nous organisons lundi prochain en Ille-et-Vilaine, auquel vous êtes invités à participer si vous ne l'avez pas déjà signalé. Et je vous propose à présent d'ouvrir cette table ronde où nous avons le plaisir d'accueillir en visioconférence pour l'Association des maires ruraux de France, M. Carteret, mais que nous attendons visiblement, qui n'est pas encore connecté, maire de Lavoncourt dans le département de Haute-Saône, qui est vice-président de l'association, ainsi que M. Michel Gros, maire de la Roquebrussanne dans le Var et membre de son bureau. Avec nous ici présents pour l'Association des petites villes de France, M. Daniel Cornalba, qui est membre de son bureau et maire de l'Étang-la-Ville dans les Yvelines, que nous libérerons rapidement. Donc on va vous donner la priorité pour intervenir ce matin. Et enfin également en visioconférence pour l'Association Ville de France, M. Frédéric Chéreau, maire de Douai, et M. Éric Stroman, maire de Colmar, tous deux membres du conseil d'administration de l'association. Alors nous avions aussi convié à cette table ronde l'association France Urbaine qui n'a malheureusement pas pu être présente ce matin, mais qui enverra à la mission d'information une contribution écrite éclairant sa position sur les sujets qui nous intéressent. Messieurs, le sujet examiné par notre mission d'information, vous le connaissez, c'est l'avenir de la commune et du maire. Votre témoignage nous est donc particulièrement précieux, à la fois pour cerner les difficultés auxquelles sont confrontées les catégories de communes et de maires que vous représentez, mais aussi pour identifier les solutions qui se dessinent pour garantir aux communes un avenir conforme à ce qu'attendent les élus et nos concitoyens. Et je passe donc sans plus attendre la parole à notre rapporteur pour entamer nos échanges de ce matin. Merci messieurs, pour avoir répondu à cette invitation et puis pour répondre aux différentes interrogations que nous nous posons dans le cadre de cette mission d'information. Je ne vais pas allonger le propos, je vais tout de suite vous donner la parole. Et nous aurons ensuite un échange, nous pourrons rebondir et vous interroger sur différents aspects qui constituent un petit peu les différentes attentes et questionnements de notre mission. Voilà, donc je crois que nous allons commencer par M. Cornalba, à qui je cède la parole sans plus attendre. Bonjour Madame la Présidente, Messieurs les sénateurs, merci vraiment de cet exercice, à mon avis important, pour souligner à la fois les forces et les faiblesses du bloc communal dans son ensemble, et singulièrement celui des maires. Vous avez notamment posé cette question un peu en intitulé, l'avenir des maires et des communes à l'horizon 2030. Ce sur quoi j'aimerais, en tout cas en propos liminaire, insister, et c'est ce qui ressort à la fois des études que nous menons en tant qu'association des petites villes de France. Donc pour rappel, ce sont évidemment les villes de 2500 à 25 000 habitants, ce qui représente à peu près un gros tiers de la population française, et évidemment dans un contexte d'évolution très forte, suite à la crise sanitaire notamment, on voit un essor de cet échelon-là de communes, en tout cas de petites villes, avec une recherche à la fois d'une relative qualité, une grande qualité de vie, mais en même temps aussi cette relative centralité que peuvent avoir les petites villes qui sont les nôtres, évidemment en lien avec les communes rurales, et on les entendra tout à l'heure, dans un instant. Moi, ce sur quoi nous souhaitions évidemment insister en tant qu'association des petites villes de France, c'est la confiance qui ressort année après année dans les études qui sont faites, des études d'opinion, mais également celles que nous menons en tant qu'association, c'est-à-dire que le maire et la commune restent finalement l'instance qui garde encore, je dis encore, une confiance des citoyens. Donc pour moi, ça c'est un joyau dans une période pour le moins marquée par la défiance à l'égard des institutions et un sentiment aussi de crise permanent. Et quand on parle de sentiment de crise permanent, c'est évidemment celle des gilets jaunes, il ne faudrait pas oublier, la question de la crise sanitaire, la question évidemment de l'inflation qui nous marque et qui forcément nous interpelle dans les moyens qui sont donnés aux communes pour leur donner la capacité d'agir.
Vous nous avez donné toute une multiplicité de questions, donc je ne sais pas comment vous souhaitez procéder. Est-ce que vous souhaitez qu'on les aborde une à une? Parce que je préférais ne pas être trop long. Mais vraiment, en propos liminaire, c'est ce sentiment-là de confiance qui existe encore, et en même temps la force, la résilience, la capacité d'adaptation qu'ont su prouver, à mon sens, les maires des communes de France pendant toutes ces crises. Et ça, c'est ce qui quand même en ressort, que bien souvent, quand, y compris l'État a pu être, je ne vais pas dire frappé d'effroi, mais en tout cas dans une capacité, une difficulté à répondre à une certaine urgence. Je pense à la crise sanitaire, il a fallu être concrètement sur le terrain. Et je pense que pour moi, les maires ont été cet échelon de la proximité, de l'écoute. Et donc c'est évidemment un point, si on veut maintenir un sentiment d'adhésion aux institutions, je pense qu'il faut s'appuyer évidemment sur ce ressort-là qui fait la force des maires. Je disais, est-ce que vous souhaitez qu'on passe les questions en revue, Excusez-moi. Vous pouvez, en fonction de ce que vous jugez comme prioritaire par rapport à l'ensemble des questions, qui sont assez vastes, je disais, on a essayé de balayer un champ qui est relativement étendu, et peut-être aussi et surtout, mais là je m'adresse à chacun, de nous donner un peu la lecture qui est la vôtre, et surtout quelles seraient selon vous les pistes pour redonner le souffle nécessaire et attendu aux communes et surtout à leurs édits. Du coup, je me permets de rebondir immédiatement, et je pense que les collègues pourront évidemment aussi se joindre à moi là-dessus. La question était effectivement quel est l'avenir des maires et des communes à l'horizon 2030. Une réponse que j'ai envie de donner, c'est qu'évidemment, pour moi, les maires, le rôle qu'ils ont eu, qu'ils ont, doit aussi être celui qu'ils auront dans quelques années. Ça paraît peut-être une évidence à vous, sénateurs, mais à mon sens, évidemment, on ne préconisera ici pas la suppression des communes, bien au contraire. Je pense qu'elles ont prouvé toute leur force. Et donc là aussi, c'est une instance à préserver. Notamment, un certain nombre des questions que vous posiez étaient le lien avec l'intercommunalité. Moi, simplement, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a eu énormément de changements institutionnels en termes d'interco. C'est un avis aussi personnel que j'exprime, mais je ne pense pas que changer constamment les échelons, et en tout cas constamment changer les périmètres des intercos, les rendra plus efficaces, en tout cas à titre personnel. Néanmoins, la vision que nous avons, c'est que les intercos doivent être des démultiplicateurs de l'action locale. C'est-à-dire, pour moi, être vraiment dans une logique de compétences d'appui pour renforcer les politiques qui sont menées. Évidemment, les intercos ont un sens, et soulignons-le, il y a certaines compétences qui n'ont de sens que portées à plusieurs. Je pense aux mobilités, on pense évidemment au développement économique, on pense aux déchets, ce que vous disiez, Madame la Présidente, on peut penser au réseau d'assainissement. Ça n'a pas de sens de les penser uniquement à l'échelle d'une commune. Si vous faites votre réseau d'assainissement, mais que ça s'arrête à la frontière de votre commune, vous aurez tout de même des problèmes à la fin si votre voisin ne le fait pas. Donc évidemment, il y a des problématiques qui se pensent ensemble, mais je pense qu'au-delà, on a besoin que l'interco soit dans une compétence d'appui avec une grande souplesse d'action. Ça, c'est le premier point, entre guillemets, dans la relation avec les intercos. En tout cas, c'est celle que nous prenons, c'est celle que nous développons dans un certain nombre de territoires. Par ailleurs, je pense que un des enjeux majeurs pour pouvoir permettre aux maires de réussir leur mission, c'est évidemment la question pour les petites communes, et peut-être sera le cas aussi pour les communes rurales, mais les moyens qu'on peut leur mettre à disposition, ne serait-ce qu'en termes financiers. Je ne vais pas refaire le couplet, je pense que vous en êtes convaincus, sur la mise à contribution, et je dirais même la mise sous tension des finances publiques locales. On a fortement mis à contribution, je crois, autour de 46 milliards ces dernières années, les communes, ce qui n'est pas sans poser des questions. On a quand même aujourd'hui, nous, dans les études que l'on a faites, dans le cadre des études financières, en fin 2022, plus de 44% des maires qui ont répondu à ce questionnaire qui nous disaient qu'eux s'interrogent du fait, dans le cadre de l'inflation, par exemple, de fermer des équipements de services publics, qui viendraient s'ajouter aux fermetures qui existent déjà par l'État, notamment par les services hospitaliers, etc. Ce que nous ne voulons évidemment pas. Dans ce contexte-là, on a vu se développer au niveau de l'État un fonctionnement par appel à projet, c'est-à-dire qu'on a supprimé des dotations. Je rappelle simplement que les dotations n'étaient pas des subventions de l'État, c'est parfois comme ça que ça a pu être précisé, mais qui étaient vraiment des compensations de fiscalité qui avaient été retirées dans les années 70, du temps de Valéry Giscard d'Estaing, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, cette DGF a été un peu décrite comme étant une subvention de l'État aux communes, et que donc l'État avait plein loisir de la supprimer dans une vision assez restrictive de ce qu'était l'autonomie financière des collectivités.
je dis restrictive à la fois de la part des gouvernements successifs, et je le dis sans polémique, mais également à mon sens du juge constitutionnel, où à mon sens, réellement, qui dit transmission de compétences dit nécessairement aussi transmission de la capacité à agir, y compris en termes de fiscalité. Et les suppressions successives de leviers fiscaux, pour nous, sont évidemment de mauvaises nouvelles pour répondre à l'instant T aux problématiques, mais même dans notre capacité à nous adapter à l'avenir aux problématiques que l'on rencontre. Donc ça, il y a ce premier aspect. Pour faire face à ces baisses de dotation, on a vu l'État remplacer ces dispositifs par des appels à projets. Et ces appels à projets, soyons très clairs, c'est quelque sorte une subvention, en tout cas une prime pour les plus grandes communes. Parce qu'en termes d'ingénierie, notamment sans vouloir être excessif, mais quand vous avez un appel à projet qui vous parvient le vendredi où on vous demande de répondre pour le lundi ou pour le mardi, évidemment, si vous n'avez pas les équipes, c'est vous tout seul en tant que maire qui vous retrouvez à le faire pendant le week-end. Ça paraît peut-être bête et méchant et très pratico-pratique, mais concrètement, ça fait que beaucoup de communes renoncent ensuite à déposer un projet et que donc à la fin, ce sont les plus grandes communes qui en bénéficient. On a un exemple concret, je pense à la dotation de soutien à l'investissement local. Je crois que c'est en Indre-et-Loire, hein, je parle sous le contrôle, mais où par exemple, quasiment, enfin plus de 50%, voire les 2/3 du montant de décile qui était prévu, ont finalement été donnés à la ville de Tours, ce qui est très bien pour la ville de Tours, mais qui est finalement la ville centrale. Et donc les autres communes autour, on comprend, doivent se partager ce qu'il reste. Donc on voit bien, et je pense que ce n'était pas forcément une volonté de l'État, mais que c'est tout simplement mécaniquement par ce système d'appel à projet qu'on évince toute une partie des plus petites communes, et y compris des communes dites petites villes, mais qui sont pas si petite, parce que 25 000 habitants dans un territoire rural, c'est une ville de centralité. Enfin, c'est une véritable centralité. Je ne veux pas être trop long, mais j'ajouterai simplement dans les moyens mis à disposition, il y a la question de l'ingénierie. Et là, on constate quand même un affaiblissement, en tout cas une dévitalisation progressive de l'État déconcentré. Et moi, je pense que pour que la décentralisation fonctionne, il faut en face aussi un État déconcentré en capacité de répondre. Et le rôle de l'État déconcentré en tant que conseil des collectivités, pour moi, c'est vraiment diminué, avec une impression que plus on réduit les moyens de l'État déconcentré, plus finalement, c'est une logique assez humaine, mais il va se reporter sur ses compétences de contrôle, y compris de sanction. Donc on a un rapport aussi qui commence peut-être à être biaisé. Or, je pense que l'instant préfectoral à l'échelle départementale, j'entends, et de la sous-préfecture est un échelon tout à fait pertinent parce qu'il oblige aussi l'État à s'adapter aux réalités. Et dans mon département, dans les Yvelines par exemple, évidemment, quand vous êtes sous-préfet, vous vous en rendez très vite compte, vous n'avez pas tout à fait la même réaction si vous êtes dans la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, une zone beaucoup plus dense urbanistiquement, ou si vous êtes dans la zone de Rambouillet, par exemple. Donc c'est une évidence qui demande évidemment pour moi à être maintenue. Donc je sais que ça élargit peut-être le spectre de votre réflexion, mais je pense quand même qu'il est important de penser en commun déconcentration, décentralisation. Je terminerai simplement là-dessus, c'est qu'on voit, pardon pour le gros mot pour ceux qui nous écoutent, mais une agencification de l'État, de plus en plus d'agences qui sont développées, sans doute pour mettre en visibilité des actions qui seraient menées, mais la réalité derrière, c'est que souvent elles restent très centralisées, avec des situations qui peuvent parfois aller vers l'ubuesque. Je cite juste un cas de figure que j'ai pu rencontrer. Certains services de l'État vont vous dire qu'une parcelle donnée sur votre territoire doit faire l'objet d'une densification forte et que donc vous pouvez aller de l'avant, donner des permis, que vous serez soutenu financièrement sur ce projet. Et puis vous avez d'autres services liés à d'autres agences qui, elles, soit en appel à leur hiérarchie nationale, vous disent « Ah non, non, c'est une zone évidemment à protéger d'un point de vue de la biodiversité, notamment la perspective du zéro artificialisation nette. » Donc nous, on se tourne évidemment vers les services préfectoraux pour comprendre quelle est la lecture qu'on doit avoir aussi contradictoire sur le même projet. Et on nous dit « Ah non, non, ce sont deux demandes distinctes, veuillez les traiter comme telles, distinctement. » Je me dis, comment d'un côté puis-je avancer sur des permis de construire et de l'autre faire tout un axe de préservation et de protection de cette même parcelle. Je veux bien être schizophrène, mais dans une certaine limite quand même. Donc je peux comprendre qu'il y a des difficultés finalement à créer cette cohésion, mais je pense que si l'instance de décision in fine était celle de la préfecture, en tout cas dans l'analyse des dossiers, nous en sortirions collectivement renforcés avec une plus grande capacité d'action et d'arbitrage aussi pour les élus in fine. Et enfin, je termine simplement sur cette question des agences. Je pense que si l'État souhaitait maintenir cette politique sur les agences, il serait en tout cas essentiel que les élus y aient une place, parce que le sentiment qu'on peut avoir parfois, c'est celle d'une dépossession, et qu'à la fin, notre capacité à être dans un dialogue direct avec les décideurs, ou en tout cas ceux qui vont analyser les dossiers, est quasiment nulle quand on nous renvoie systématiquement finalement à des décisions prises à une échelle plus haute, à l'échelle nationale.
On aurait encore 1000 choses à vous dire, mais comme j'ai déjà été long, je me permets de m'arrêter. Très bien. Merci. Maintenant, passer la parole à Monsieur Carteret, qui doit brancher son micro, si c'est possible, a priori. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah, nous, on vous entend maintenant. Bah, moi, j'ai dû passer par mon portable pour vous entendre. Du coup, j'ai loupé tout le début, excusez-moi. Bon, j'ai pas entendu du tout le début. Peut-être que mon collègue Michel Gros a entendu, peut intervenir pour la MRF. Tout ce que je viens d'entendre, en tout cas, par rapport aux Yvelines, c'est pas tout à fait la ruralité qui est la mienne, quoi. Et dans nos communes rurales, ce que je sais, c'est qu'on ne pourra jamais se passer du maire, quoi. Et les communes ont cette importance de la proximité, des services de proximité dont on a tant besoin. Et c'est vrai que tous les échanges et les compétences, un maximum de compétences va pouvoir rester à la liberté des communes, de chacune des communes rurales. Et Michel, tu veux continuer parce que j'ai pas entendu le début, j'ai peur d'être déphasé. Excusez-moi. Non, mais pas de souci. Très bien, merci. Bonjour Jean-Paul et merci de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc beaucoup de choses ont été dites déjà par le premier intervenant. Donc juste recadrer un petit peu la MRF. La MRF, c'est des communes de moins de 3500 habitants, donc qui représentent malgré tout 33% de la population française et qui couvrent 80% du territoire. Autrement dit, les communes rurales sont, en termes de territoire en tout cas, largement majoritaires dans le pays. Pour autant, on constate depuis les élections de 2020, pas moins de 900 maires ont déjà démissionné. Et les maires ruraux sont plutôt des durs à cuire. Et s'ils ont démissionné, c'est pour de bonnes raisons. C'est qu'aujourd'hui, on ne comprend plus. Il y a une perte de sens très forte des maires vis-à-vis des services de l'État et vis-à-vis de la politique, des politiques qui sont menées et qui nous font perdre le cap. On ne sait plus vraiment comment on peut gérer les communes. Il y a clairement, de notre point de vue en tout cas, un manque de visibilité dans les politiques publiques, un manque de continuité. On a le sentiment que les choses changent très très vite et non pas qu'on soit plus bête que les autres, on sait s'adapter également, mais il n'en demeure pas moins que les choses changent beaucoup trop vite pour qu'on puisse construire une politique sur le long terme dans nos communes. Il a été évoqué tout à l'heure les agences de l'État, effectivement, je peux y revenir tout à l'heure, où on passe de l'ANCT, après c'est le Fonds vert, après c'est d'autres, l'ADEME. Et pour les communes rurales, si vous voulez, sans ingénierie, c'est une difficulté supplémentaire. On peut constater avec beaucoup d'amertume cette marche forcée vers l'intercommunalité. Je rappelle simplement à tous les collègues, mais je pense que vous le savez bien, que l'intercommunalité, les maires ont su déjà se regrouper depuis très longtemps pour faire des choses ensemble et ainsi mutualiser les moyens et être plus efficaces. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, depuis la loi NOTRe, avec cette marche forcée vers l'intercommunalité, conduit à une perte de sens et surtout un renforcement des communes centres, des intercommunalités, au détriment des communes rurales. Et ça, on le voit à peu près dans toutes les intercommunalités, sauf si le président ou la présidente de l'intercommunalité est maire d'une commune rurale. Mais malheureusement, la plupart du temps, les présidents d'intercommunalité sont les maires des communes centres. Et donc, du coup, on voit très bien que les villes-centres se développent, s'aménagent, s'améliorent au détriment des communes rurales. Donc, la péréquation ou le partage des richesses entre la ville-centre et les communes rurales n'est pas forcément au rendez-vous. On pourrait parler, mais je brosse rapidement un tableau, après on pourra peut-être revenir si vous avez des questions, à la DGF, où c'est un combat que nous menons, que les maires ruraux mènent depuis de longues années, et pour faire simple, en euros par habitant, une commune rurale, c'est 64 euros par habitant, alors qu'une commune urbaine, c'est 128 euros par habitant, alors que aujourd'hui,
les charges de centralité qui étaient à l'époque supportées par les villes-centres sont aujourd'hui majoritairement transférées aux intercommunalités. Et donc, cette différence au niveau de la DGF, un urbain vaut 2 ruraux, et on la dénonce depuis des années, sauf qu'il semblerait qu'on ne soit pas entendu. Et je voudrais reprendre les mots qui nous ont été donnés il n'y a pas très longtemps par le cabinet de Madame la Première ministre, lorsqu'on lui a posé la question sur la réforme de la DGF. La réponse qui nous a été donnée, c'est pas possible, nous avons perdu les clés de la formule. Donc ça, c'est pas quelque chose qui nous satisfait, et c'est de nature également à démotiver les collègues. La complexification des subventions. Nous avons des partenaires financiers dans les communes, que sont la plupart du temps la région et les départements, d'une moindre mesure les intercommunalités, mais en tout cas, dans les 2 premières structures que j'ai citées, les demandes de subventions sont simples. Et il n'y a pas de difficulté, on dépose des dossiers. Les dossiers, une fois qu'ils sont montés, on est aidé par les services de la région et du département. Et du coup, nos subventions peuvent nous être attribuées. Il n'est pas du tout le même cas au niveau de l'État, où les subventions sont soumises à des critères. Et surtout, et pire que tout, c'est qu'elles sont soumises à des taux qui sont variables en fonction je dirais presque du bon vouloir du préfet. Je siège, en tant que président des maires ruraux du Var, je siège à la commission DETR, et il a fallu que je fasse amender les conditions d'attribution pour qu'il y ait un recentrage de la DETR sur les territoires ruraux, parce que tel que la DETR est définie aujourd'hui, dotation d'équipement des territoires ruraux, telle qu'elle est définie aujourd'hui, la DETR peut bénéficier à des communes de plus de 20 000 habitants, sous réserve qu'elles aient un potentiel fiscal, etc., etc. Mais il n'en demeure pas moins que ces strates, et je n'oppose pas les urbains contre les ruraux, ces strates de communes ont d'autres moyens de financement auxquels nous, les communes rurales, nous n'avons pas accès. Donc la dotation d'équipement des territoires ruraux doit être en priorité concentrée sur les communes. Et la complexification des conditions d'attribution de ces dotations par l'État fait que très souvent, ça rend les projets inéligibles pour les communes rurales, et donc elles perdent la capacité à faire aménager leur commune. Ils nous demandent également des projets qui sont de plus en plus complexes, et ça a été déjà évoqué par le collègue tout à l'heure. Il nous manque cruellement de l'ingénierie, et ce n'est pas en nous disant l'ANCT à tout bout de champ qu'on arrivera à avancer. L'ANCT, pour la plupart des communes rurales, c'est un numéro de téléphone ou un contact qui vous renvoie de poste en poste jusqu'à ce qu'ils arrivent à vous décourager et que vous raccrochiez. Une autre problématique très importante pour les communes rurales, c'est également le délai. Alors, je suis très pratique, mais ce sont les délais de paiement entre de la DETR et du DSIL. Très souvent, pour des projets un peu significatifs, les communes rurales sont mises en difficulté puisque nous devons sortir les fonds pour payer les entreprises qui ont réalisé les travaux. Et à côté de ça, l'État met 7 à 8 mois à payer les communes avec tout un tas de tracasseries administratives. Ça a été brièvement évoqué par le collègue tout à l'heure. Et je dois dire que je rebondis volontiers là-dessus. Il y a également les problèmes plus généraux qui sont liés au zéro artificialisation nette, où les communes rurales, dans la grande majorité, ont été plutôt des bons élèves en la matière. Or, aujourd'hui, la manière dont la loi s'applique de manière unilatérale, on va pénaliser autant les communes qui ont été des bons élèves que les communes qui l'ont été moins. Alors, je n'ai pas de jugement de valeur à ce que je dis, mais il n'en demeure pas moins qu'un regard différencié serait probablement intéressant. Il y a un point sur lequel nous luttons. Nous saluons les opérations Cœur de Ville ou bien le dispositif Petite Ville de demain, sauf qu'aujourd'hui, nous luttons. Alors, même si, après avoir rencontré Madame la ministre Dominique Faure et Monsieur le ministre Christophe Béchu,
Il semblerait qu'il y ait des positions qui évoluent, mais nous, on souhaiterait vraiment qu'il y ait un dispositif d'ingénierie particulier pour ce on souhaiterait appeler village d'avenir, et qui pourraient être les anciens chefs-lieux de canton ou les communes rurales où les maires ont une volonté de rentrer dans ce dispositif afin de développer les communes de manière intelligente. Je peux y revenir, vous le souhaitez, si vous le souhaitez. On souhaiterait la pérennisation et l'inscription dans la loi des ZRR. Aujourd'hui, il semblerait, on a fait une audition avec le préfet Philiseau qui est en charge de la définition de ces ZRR à ZRR+. On aimerait bien que ça se soit validé de manière permanente pour qu'on ait une visibilité sur le long terme et non pas naviguer à vue comme nous le faisons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais terminer par 2 points. Nous souhaiterions également, ça a été brièvement évoqué, le problème de l'eau. Pour la plupart du temps, l'eau, les terres agricoles et la forêt, c'est dans les territoires ruraux qu'elles sont, pardon. Et donc, ces aménités rurales, c'est-à-dire les services rendus par la nature au profit du plus grand nombre, ne sont pas prises en compte dans le calcul des dotations d'État. Or, j'ai régulièrement l'habitude de dire que, en ce qui me concerne, par exemple, à l'époque où j'aurais pu le faire, il m'aurait été plus efficace de bétonner 500 hectares de ma plaine agricole dans ma commune pour faire un IKEA plutôt que de faire une zone agricole protégée. Sauf qu'aujourd'hui, la zone agricole protégée, elle permet de capter, stocker l'eau, nourrir la population, et puis la forêt stocke le carbone que nous n'avons pas émis. Donc, ces services écosystémiques rendus par la nature que nous, les communes rurales, nous maintenons, l'eau, l'agriculture, les terres agricoles et la forêt, il me semble qu'en tout cas, ça devrait être reconnu comme quelque chose d'important et mis dans la Constitution à travers la notion d'espace. Et enfin, le dernier point, et là je pense que je peux rejoindre l'ensemble des collègues autour de la table, on constate hélas un changement dans le comportement de nos administrés qui, loin d'être, alors je caricature pas et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il n'en demeure pas moins qu'on constate que nos administrés ne sont plus des citoyens, mais plus globalement des consommateurs. Et ça rend la gestion d'une commune très difficile. Voilà, après bien entendu, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Paul et puis je suis à vous. Tu as tout bien dit, Michel. J'ajouterai, c'est très récent cette information, par exemple, la DSR a été surtout orientée vers les bourgs-centres et au détriment des communes qui ne sont pas bourgs-centres. Et ça, c'est un signe de vouloir concentrer dans les territoires, ce qui ne devrait pas l'être, mais au contraire, davantage mailler le territoire. Michel c'est bien, Michel, je partage tout ce que tu as dit, et je voudrais préciser que on a trop tendance à identifier un périmètre de vie, les communautés de communes, surtout depuis que ça a été à marche forcée vers des fusions de communautés. On a plusieurs bassins de vie dans une communauté et je souhaiterais, mais nous souhaitons qu'un raisonnement évolue vers comment prendre en considération les bassins de vie. Un bassin de vie, pour moi, c'est un périmètre de scolarisation, par exemple. C'est une unité de vie. Quand il y a 11 villages qui mettent les enfants dans une école concentrée, par exemple, ou déconcentrée, qu'importe, ça définit territorialement un bassin de vie. Et dans une communauté de communes, il y en a plusieurs. Et quand on veut faire vivre tout le monde de la même façon dans une Comcom, ça ne marche pas. Les gens ne se connaissent pas d'un bout à l'autre de cette communauté de communes dans les territoires les plus ruraux. Et il est grand temps aujourd'hui qu'on prenne en considération ces bassins de vie. Dans chaque bassin de vie, et je voudrais bien, c'est une de mes contributions pour France Ruralité, égale Agenda 2. Il s'agirait de faire en sorte que dans chaque bassin de vie, il y ait une école, bien sûr, il y ait quelque chose, je dis quelque chose parce qu'on est tellement sous-considéré parfois par rapport à la santé, par rapport aux services publics, et ça signifierait la proximité. Quand on va à l'école, il vient d'y avoir, par exemple, il n'y a pas très longtemps, une aide à la relance de commerce. Bien, mais on ne va pas mettre un commerce au milieu de nulle part.
tout comme on ne va pas mettre un médecin au milieu de nulle part. Il faut qu'il y ait l'addition de tout dans chacun des bassins de vie, je répète, défini par un périmètre de scolarisation des enfants d'école primaire. Ça, c'est une chose. Je plaide aussi, puisque je représente les maires ruraux, dans la filière petite enfance. Je plaide pour un service public de la petite enfance à la périphérie de chaque école dans les territoires ruraux. Pourquoi? Parce que quand il y a de moins en moins, vous le savez tous, d'assistantes maternelles, parce que le métier est trop, déjà est mal payé, est trop prenant, avec des employeurs pas toujours faciles, etc. Et c'est un métier en tension, tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, on a recours à un service public de la petite enfance. Il y a des crèches, il y a des micro-crèches, mais quand elles sont éloignées d'un bourg-centre ou éloignées d'un village d'avenir, comme l'a bien dit Michel, il y a des villages où il y a des services, mais pas de service public de la petite enfance. Et si on ne fait pas le pari, on vient de le vivre avec la carte scolaire, avec des fermetures d'écoles un peu partout, s'il n'y a pas de quoi renouveler les enfants à l'école, c'est-à-dire de quoi inciter les jeunes parents à s'installer près d'une école, assurément, cette école-là n'ira pas très loin. Donc aujourd'hui, cette concentration exacerbée vers les bourg-centres, vers les PVD, etc., fait que d'une PVD à l'autre, ça va se vider si on n'est pas réactif. Et on doit prendre en considération tous ces territoires ruraux qui maillent bien le territoire, qui donnent de la proximité. Tous ces points doivent être pris en considération, je crois. Parier sur l'avenir, parier sur les services publics, mais partout, pas que dans les... Certes, l'État nous a entendus en disant on va déconcentrer, on va donner leur chance au territoire, sauf que, guerre après, arrive un dispositif, PVD, et aujourd'hui, on concentre dans les PVD. On a fait une erreur, je fais partie de ceux-là d'ailleurs, on a fait une erreur il y a une trentaine d'années quand on a créé les zones artisanales. Et on constate 20 ans plus tard que tout le monde s'est installé autour des zones artisanales. On aurait mieux fait, je crois, de permettre à des artisans de s'installer dans les villages. On aurait fait de la mixité. Moi, j'ai été directeur d'école, je vous le dis, en territoire très rural, très très rural. J'avais dans ma classe de tout, des enfants d'agriculteurs, des enfants d'artisans, des enfants il y avait un médecin aussi, il y avait des gens qui ne travaillaient pas, etc. Il y avait une vraie mixité sociale. Aujourd'hui, dans les territoires les plus ruraux, il n'y a plus de mixité sociale. On doit revenir à une mixité sociale si on veut donner de l'avenir au territoire. Et du coup, dans chaque village où le maire est le référent, il est le premier maillon de la chaîne sociale, on l'a bien vécu avec la période Covid. Premier maillon de la chaîne sociale, premier maillon de la chaîne de sécurité. Aujourd'hui, on installe des référents par rapport aux violences intrafamiliales qui sont les plus développées dans les territoires ruraux, souvent. En tout cas, c'est le cas dans notre département. Et aujourd'hui, si on ne garantit pas cette proximité avec le maire et son conseil municipal, avec des élus qui sont là au quotidien, y compris le week-end, la nuit, le jour, les maires ruraux, c'est jour et nuit, 24 heures sur 24. Et on est à disposition de nos habitants, on est près d'eux, ils viennent nous voir, etc. Je plaide aussi pour ces France Service qui ont été bien vus finalement. Elles maillent le territoire au plus près, un peu plus près que le siège de la communauté de communes. Et qu'on vise à défendre le premier maillon de la chaîne publique qui est le secrétariat de mairie, qui est la mairie. Aujourd'hui, on veut mettre en place des plateformes pour les recueils passeports et cartes d'identité, pour que les gens puissent prendre le rendez-vous directement. Non, il faut passer par la mairie. Parce que si on commence à faire ça, on dira après, mais pourquoi il y a besoin des mairies? Non, il ne faut pas. La mairie c'est vraiment le point de référence pour chacun des habitants qui peut y aller à pied. Mes parents étaient dans une commune qui a été fusionnée par les lois Marcellin. Je le donne souvent en exemple. Au début, c'était un maire délégué. Il y avait un maire dans chaque hameau. Mais 20 ans plus tard, il n'y a plus de maire dans chaque hameau. Les mairies des hameaux sont fermées. Eh bien, ma mère, elle n'allait plus voter parce qu'il fallait qu'elle aille à 5 km dans le bourg-centre. Et moi, je ne veux pas de ça. La ruralité, c'est pas ça. Et la ruralité, elle mérite
davantage de respect, parce que nous sommes sur 88% du territoire avec 33% de la population. C'est à prendre en considération au quotidien. Un mot enfin, les communes rurales contribuent très nettement à l'économie locale. Je préside en alternance avec le président de l'AMF, une année sur deux, la commission DETR. Chaque année, je fais remarquer que 65% de l'enveloppe DETR a été consommée par des communes rurales. Je répète, 65% de l'enveloppe DETR est consommée par les communes rurales. En plus, on fait travailler l'artisan local, parce que c'est des chantiers qui ne sont pas démesurés. C'est des réparations, mais il y a aussi des beaux chantiers de restructuration portés par nos communes rurales. Les communautés de communes consomment 23% de la DETR. Ça veut dire qu'elles ont moins de réserves d'excédent de fonctionnement. Avec toutes ces indemnités, avec toutes ces chefs de service pour ci, chefs de service pour ça, des salaires, etc., que nous, on n'a pas, parce qu'on a des bénévoles en plus, et dévoués pour nos habitants à côté d'eux. Voilà, un plaidoyer. Merci beaucoup. Peut-être pour les intervenants suivants et peut-être pourrons-nous revenir sur les propos qui ont été tenus. Si vous pouvez illustrer très concrètement, alors vous l'avez fait sur certains sujets, mais je vais prendre l'exemple de l'intercommunalité. Quand deux intervenants précédents ont souligné le fait qu'il fallait que les communes aient peut-être un peu plus de compétences au sein du bloc communal. Ce qui serait bien, c'est de qualifier ces compétences et que vous puissiez nous dire quelles compétences, parce que pour nous, c'est essentiel. Je veux dire, on ne peut pas rester sur quelque chose de trop général. L'objet de cette mission d'information, c'est vraiment, notamment dans un temps et un moment où on arrive à une forme de maturité de l'intercommunalité, d'avoir votre regard très clair, très précis sur celles des compétences qui sont dites peut-être plus stratégiques, qui s'exercent justement à l'échelle communautaire, et puis celles qui relèvent plus de la proximité et que vous jugez comme étant des compétences qui doivent revenir aux communes. Et puis, j'insiste un peu sur ce que j'avais évoqué, mais là aussi c'est important. On entend bien le propos sur l'avenir de la commune. Il y a un deuxième volet sur notre mission, c'est l'avenir des maires. Peut-être nous dire aussi quels sont les écueils que vous rencontrez, quels sont les sujets sur lesquels il faudrait que nous puissions évoluer sur les conditions d'exercice de vos mandats locaux. Je pense notamment à un sujet dont on va débattre au Sénat dans quelques jours, sur la question notamment des secrétaires de mairie, sur la question du statut de l'élu, sur tous ces sujets-là. N'hésitez pas aussi à en parler, parce que c'est bien les deux piliers de la mission qui est la nôtre. Et puis, pardon d'insister, mais vraiment sur la vision prospective. On a bien compris quels étaient aujourd'hui les freins dans l'exercice de vos mandats respectifs, dans la vision que vous aviez vous-même de la commune. On va essayer aussi de traiter la relation entre le citoyen et la commune, mais on souhaiterait aussi pouvoir prendre le pouls et avoir votre vision, votre sentiment sur ce que doit être, et c'est pour ça qu'on l'a précisé dans les questionnaires qu'on vous a adressés, la commune demain, après-demain, d'ici 2030, notamment parce que tout ce qui vient d'être dit, on le partage. On a souvent porté les sujets que vous évoquiez, notamment la question de cette politique d'agencisation. Vous disiez, monsieur le maire, que la DETR, 65% de la DETR, il faudrait que ce soit 100% de la DETR qui aille aux communes rurales, puisque c'est la définition de la DETR, et nous l'avons reprécisé dans un projet de loi de finances récent ici au Sénat. Donc voilà, c'est vraiment des sujets. Et puis parce qu'on va s'adresser à des associations d'élus de communes plus importantes, c'est les mêmes questions, c'est-à-dire quelle est la place du maire de la commune aujourd'hui.
quand bien même on est une ville-centre. Donc c'est bien parce qu'on aura ce matin un peu les deux volets et les deux visions de la commune. Mais pour nous, voilà, c'est vraiment toutes ces questions, tous ces sujets qui nous intéressent, en ayant vraiment le maximum de précision dans ce que vous vivez au quotidien. Et encore une fois, comme on s'intéressera nécessairement au bloc communal, puisque c'est le cœur du sujet de notre mission, quel est dans les rapports que vous avez avec l'intercommunalité. Et je m'empresse de dire que ça a été un des postulats de départ. Il ne s'agit pas pour nous d'opposer commune à intercommunalité, mais peut-être de se dire que, comme je le disais à l'instant, il est important de voir quelles sont pour demain les compétences qui ont plus vocation à relever de la proximité et donc de la commune, et celles stratégiques ou de mutualisation qui doivent échoir à l'intercommunalité. Voilà, je ne sais pas si les trois maires qui viennent et représentants d'associations qui viennent de s'exprimer, si vous voulez un mot là-dessus, parce que je sais que M. Cornalba doit partir, et puis après on laissera les deux autres associations d'élus s'exprimer. Moi, je veux bien enchaîner sur ce qui vient d'être dit. Excusez-moi, M. Carteret, juste on va laisser M. Cornalba parce qu'il doit nous quitter d'ici quelques minutes, et oui, je vous repasse la parole après. Dans 3 quarts d'heure. Merci beaucoup, et ça prouve toute la coopération entre petites villes et villes rurales, et je vous remercie parce qu'effectivement je me retrouve dans beaucoup de choses qui ont pu être dites, et vraiment y compris au sein de la PVF. On a évidemment toute une part des communes membres qui sont elles-mêmes vraiment très attachées, je dirais, à cet agenda rural qu'il faut qu'on construise ensemble, donc je m'y retrouve tout à fait. Pour répondre à la question notamment interco-ville, et donc l'évolution de ce bloc communal dans son ensemble, il y a une chose qu'on n'a pas précisée, mais pour moi, c'est que ça a été dit, ça a été à marche forcée, il y a eu beaucoup de réticences. Et évidemment, enfin, je suis maire depuis 2020 et je vois bien, en tout cas mes collègues qui ont pu être élus avant, souvent me disent, autrefois c'était différent, on avait plus de latitude, c'est un carcan, et j'entends totalement ce discours. Néanmoins, j'ai tendance à penser que dès lors que l'interco existe, il faut faire en sorte qu'elle soit utile. Parce que pour les citoyens, c'est incompréhensible qu'il puisse y avoir des échelons et des instances qui se réuniraient sans qu'on en voit concrètement le produit. Et c'est là où je pense qu'une chose qui pourrait peut-être nous réunir, c'est que pour moi, une intercommunalité n'a de sens que si elle a un projet de territoire. Or, souvent encore, on a un certain nombre d'intercos qui ne développent pas de projet de territoire. Moi, je pense qu'il faudrait rendre cela absolument impératif, parce que par rapport à ce qui a été dit sur l'absence, parfois les gens ne se connaissent pas toujours quand on a des intercos XXL, c'est vrai, on dépasse parfois des bassins de territoire, des bassins de vie, et donc il faut à minima qu'il y ait un projet de territoire qui puisse se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Ne serait-ce que se poser, s'obliger dans l'année qui suit les élections à se dire bon bah très bien, on a tous été élus sur des programmes, on a tous des ambitions et qui souvent peuvent se rejoindre sur un certain nombre de politiques. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et quels sont les moyens que l'on va se donner? Avoir ensuite les modalités pour l'adoption d'un tel document pour s'assurer que ne soient pas oubliées les plus petites communes dans des intercos, comme ça a été dit, qui peuvent parfois être présidées par la commune centre et qui voudraient peut-être tracer sa route seule. Bon, peut-être que là, il y a matière à trouver des équilibres pour aussi obliger chacun à prendre en considération aussi la situation des plus petites communes dans une interco. Mais là, je pense qu'il y a vraiment une chose à développer. Le deuxième point où je vois une plus-value pour l'interco, par exemple, c'est sur les financements, et je pense aux fonds européens. Je ne veux pas qu'on oublie ce point-là, c'est un point important. On n'y pense pas toujours. Souvent, on a l'impression, quand on parle fonds européens, d'avoir face à nous une montagne, et on n'ose pas, en tant que petite commune, y aller. Je pense que ça peut être l'intérêt d'une interco, de mutualiser la capacité d'ingénierie à aller chercher ces financements-là. C'est vrai que ma commune, 5000 habitants, quand bien même on a des agents très compétents, c'est vrai qu'on n'a jamais fait du fonds européen. Et on se sent parfois impuissant. Je sais qu'à l'échelle d'une interco, on se sentirait davantage de le faire. On a été plus ou moins obligé par le passé dans les différents contrats de transition écologique, les contrats de relance et de transition écologique, CRTE notamment, à faire remonter au niveau de l'interco nos projets. On s'est aperçu parfois à cette occasion un peu par hasard, j'ai envie de dire, qu'on avait des projets similaires sur la végétalisation, sur les sites scolaires. Voilà, il y avait un certain nombre de projets sur la rénovation thermique qui, pris individuellement, n'auraient eu quasiment aucune chance d'aboutir au niveau européen, mais qui, mis ensemble, peuvent avoir le poids suffisant pour intéresser aussi des financeurs à un échelon plus haut. Là, je vois très concrètement un intérêt potentiel pour l'intercommunalité. Maintenant, je rejoins totalement ce qui a été dit sur le fait que la commune, c'est le filet social de base. C'est le guichet de base des citoyens. Quand on ne sait pas où aller,
quand on a une difficulté quelconque, on ne sait pas toujours qui du département, qui de telle agence, de Pôle emploi, etc. est responsable d'un sujet. Et donc, bien souvent, on va d'abord à la commune. Et donc, la commune, c'est le guichet qui ensuite réoriente. Mais ce qui fait que souvent, les personnes ont l'impression que, je ne vais pas dire que la mairie est responsable de tout, mais presque. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que par moment, il y avait un côté consommateur qui pouvait exister. Mais dans tous les cas, les gens vont en mairie. Et je le constate, ça a été le cas pendant la crise Covid. Ça a été le cas aussi dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, quand les personnes ont voulu aider. Quand ils ne savaient pas quoi faire, c'est en mairie qu'ils sont allés. Et je me souviens que le lendemain de l'agression russe de l'Ukraine, le lendemain, nous avions des personnes qui arrivaient avec des sacs de nourriture, etc. en mairie. Ça pouvait surprendre, mais ça prouve que le réflexe de base, c'est de se tourner vers la mairie. Et je pense que dans les réformes à venir, si elles doivent exister, cette dimension-là ne devrait pas être oubliée, parce que ça, c'est vraiment au plus concret. J'ajouterai un deuxième aspect, à mon avis, absolument concret pour les mairies, qui, à mon avis, est un rôle à défendre. Qu'à l'échelle d'une interco, on pense un aménagement du territoire, je l'entends. Il y a des choses qui doivent se penser à plusieurs, je l'ai dit tout à l'heure sur les plans vélos, sur les mobilités, sur l'assainissement, sur les déchets, etc. Je pense malgré tout qu'un certain nombre de problématiques d'urbanisme relèvent quand même aussi in fine des communes, parce qu'il y a des équilibres à préserver, que ce soit en termes de patrimoine, en termes d'aménagement, de sensibilité aussi de la population sur place, en quelque sorte, de nos habitants, que seul un maire qui est finalement, ça a été dit par votre président, est à portée de baffe ou d'engueulade, parfois cet écho-là, nous on peut l'avoir aussi, et donc ça permet peut-être d'avoir une plus grande finesse dans les aménagements urbanistiques et de savoir ce qui serait accepté de ce qui ne le serait pas. Et je pense que dans une agglo ou dans une communauté de communes XXL, si toutes les décisions d'urbanisme devaient être remontées à cet échelon-là, je pense qu'on va au-devant parfois de certaines catastrophes en termes d'urbanisme qu'on regretterait amèrement ensuite. L'ultime point, avant de m'éclipser, vraiment navré de devoir vous quitter plus tôt, je ne veux juste pas qu'on oublie les aspects RH, les questions de ressources humaines. Souvent, on oublie de les évoquer. Ça a été dit un tout petit peu en filigrane par l'Association des maires ruraux, mais sur la question de l'attractivité des emplois territoriaux. Si on veut aussi, en termes d'ingénierie, augmenter la capacité, la compétence, il y a quand même un levier salarial qui est important, qu'il ne faut pas oublier. Peut-être que parfois, les communes de plus grande taille ont cette plus grande capacité à aller chercher ces compétences-là en rémunérant davantage. On est parfois, nous, petites communes, bloqués sur cet aspect-là. Donc là, je pense aussi que dans les problématiques salariales, en termes de revalorisation salariale, pour parler clairement, je pense que là, il y a un véritable enjeu, ce qui implique nécessairement, si ces décisions sont prises, et que d'accompagner les communes pour pouvoir le faire très concrètement. Mais je crois réellement qu'il y a un décrochage qui s'est fait petit à petit dans le temps, et qui fait que des métiers qui pouvaient être attractifs, qui en plus étaient valorisants parce qu'il y avait une vraie reconnaissance et un vrai sentiment d'utilité publique, petit à petit sont devenus moins attractifs aussi pour cette raison salariale-là. Et donc ensuite, on a une fuite des cerveaux, une fuite des capacités, des compétences, parfois vers d'autres secteurs, y compris parfois éloignés de l'intérêt général. Et ça, je crois que, attachés au service public que nous sommes, nous ne pouvons que le regretter. Et c'est aussi entre nos mains d'y répondre. Merci beaucoup. La parole ensuite aux représentants de Ville-de-France. La parole à Monsieur Carteret, je crois, qui souhaitait ajouter quelques éléments. Oui, vous nous demandez des exemples concrets de choses qui peuvent aller mieux quand c'est géré avec davantage de proximité. Je resterai cohérent par rapport au périmètre de scolarisation des enfants, par exemple. Et quand on nous dit « notre école, faisons-la ensemble », c'est ce que souhaite le ministre actuellement. Comment, quand on a 4 ou 5 écoles sur une communauté de communes, on peut faire notre école ensemble? C'est pas possible, on ne peut pas avoir le même projet. Si on veut mettre autour d'un bassin de vie, les enseignants, la vie économique, la vie associative, etc., c'est pas la même chose que dans le bassin de vie d'à côté. Donc forcément, il y a des compétences. Aujourd'hui, on devrait réautoriser, je crois, parce qu'on est capable de le faire, on l'a prouvé dans le passé avec les syndicats. Plutôt que de supprimer les syndicats, on devrait autoriser, on l'appellera autrement s'il faut, des conventions, des partenariats, etc. Et pour sauver les territoires ruraux, je crois qu'il faut autoriser les communes à travailler ensemble. Je reviens toujours à mon terme de bassin de vie. Et les syndicats, je répète, ont fait leurs preuves. Voilà un exemple. Dans ma communauté de communes, la loi NOTRe fait, vous le savez très bien, que la composition
les représentations des communes, plus la commune est grande, plus elle a de représentants. Donc moi, dans ma communauté, par exemple, 3 communes sur 60 et quelques représentants, 3 communes en ont 26. C'est-à-dire qu'elles décident quasiment tout. On ne peut pas, il faut 27 communes autres pour pouvoir contrebalancer ce pouvoir des communes les plus grandes. Ça montre que ça ne marche pas, quoi. Il faut revenir à quelque chose de plus équilibré. La Comcom, elle est très utile. Le collègue des petites villes qui s'exprimait avant a bien su le dire. Il y a des compétences qu'on peut partager, ça a été dit, mais il y a trop. Alors, chez nous, ces 3 grosses communes ont plaidé pour le transfert de la compétence voirie. Alors, depuis que la compétence voirie est transférée, les travaux, au lieu de se faire en début d'année, se font en fin d'année, parce qu'il y a les appels d'offres, c'est des gros chantiers. C'est même pas les entreprises de la Comcom qui enlèvent le marché, etc. Donc, laissons les communes, on leur a enlevé la capacité d'initiative. Je vais évoquer aussi GEMAPI, vous voulez des exemples. Depuis que la compétence de force a été transférée à l'EPCI, eh ben, les rivières ne sont plus entretenues. Alors qu'avant, avec des syndicats, même avec des communes, on faisait chacun l'entretien On a des ponts aujourd'hui qui sont envahis d'arbres, de branches. Plus personne ne s'en occupe parce qu'il y a un impôt dédié à cela et que personne n'ose le mettre. Donc ça ne se fait pas. Voilà des exemples si vous en voulez. Et j'en aurai d'autres, mais je ne veux pas abuser du montant de parole, d'autant plus qu'en plus, je dois vous quitter vers 9h45. Très bien. Mais Michel Gros saura dire les choses. Merci beaucoup. Monsieur Gros, un petit mot, et puis après on passe à Ville-de-France. Oui, merci. Donc, rebondir sur ce qui vient d'être dit. Si vous voulez, pour être tout à fait, alors presque provocateur, mais en tout cas direct, il faut arrêter le double discours. Soit les communes sont inutiles et à ce moment-là, on les supprime et on le dit. Soit les communes sont utiles et à ce moment-là, on les laisse vivre. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu dans des discours qui sont différents des actes. Alors les discours, on nous dit, c'est un discours parfois un peu lénifiant de la part de l'État. Et quand je dis l'État, c'est au sens large. C'est-à-dire, je ne cible pas le gouvernement actuel. Je suis élu depuis 2008 et j'ai vu depuis 2008 un discours un peu formaté qui arrive et je dirais, qui dépasse largement les élus qui se sont succédés depuis. Donc, soit les communes sont inutiles, et à ce moment-là, il faut le dire, on les supprime. Soit les communes sont utiles, à ce moment-là, on leur donne les moyens, on les aide, on les soutient. Où on est des gens irresponsables et on dilapide, on gaspille l'argent public, et auquel cas, il ne faut plus nous en donner. Soit on sait aménager un territoire, et à ce moment-là, il faut nous aider. Et c'est ce double discours, je trouve, qui est aujourd'hui, enfin, qui n'est pas que d'aujourd'hui d'ailleurs, qui est très difficile à accepter de la part des communes, et notamment des communes rurales. Parce qu'en fait, les élus du gouvernement, en gros, nous disent « Non, on compte sur vous, on a besoin de vous ». Sauf que derrière, la technostructure nous fait sentir que c'est pas bien. Parler à 25 communes, c'est plus compliqué que si on parle qu'à une seule. Et j'en veux pour preuve les divers propos récents, mais ça a été fait, encore une fois, dans les gouvernements précédents, les propos récents de Madame la Première ministre qui s'adressait aux intercommunalités au propos de la zéro artificialisation nette plutôt qu'aux communes, alors que ça concerne principalement les communes. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes plutôt les communes rurales, nous sommes plutôt des communes vertueuses en termes de respect et de l'espace et surtout d'aménagement du territoire. Donc, c'est ce double discours qui est insupportable et que nous n'arrivons plus à accepter. On nous dit vous êtes utile, on ne nous donne pas les moyens. On nous dit vous êtes utile, mais on transfère la majorité des compétences à marche forcée dans l'intercommunalité. Et c'est ça la difficulté, c'est que nous, on veut bien transférer les compétences. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas attendu que l'État nous le dise pour nous regrouper et en syndicat ou en communauté de communes. Mais on le fait quand ça voulait dire quelque chose, quand derrière, il y avait un véritable projet. Or, aujourd'hui, tout ça, ça arrive d'en haut.
et ça descend jusque dans les communes sans faire comment dirais-je, une analyse fine de ce qu'il en est. Donc, laissez-nous travailler, laissez-nous faire les choses, jugez-nous sur les résultats et non pas par anticipation. On a également dans les territoires ruraux des communes qui savent faire beaucoup de choses. Le statut de l'élu, ça a été évoqué. Le statut de l'élu, aujourd'hui, on en parle. Comment peut-on avoir des territoires ruraux ou autres dynamiques, mais plus précisément ruraux, dynamiques avec des jeunes qui veulent s'investir dans le mandat local? Quand on voit les difficultés qui sont mises par rapport à la mise à disponibilité face à leur employeur, quand on voit la précarité du statut d'élu où on est responsable de tout et on n'a pas beaucoup de couverture, quand on voit les indemnités des élus, et j'ai pas honte d'en parler parce qu'il y a des indemnités d'élus qui sont absolument ridicules. On a une vice-présidente de la MRF qui a dû se mettre en arrêt maladie pour pouvoir continuer à mener son mandat. Donc tout ça, c'est beaucoup plus compliqué dans une commune rurale que dans une commune où il y a du personnel. Il en est de même pour tout ce qui concerne le montage des dossiers, l'ingénierie, ça a été évoqué, c'est principalement le maire qui s'y colle. Et puis enfin, dernier point, pour ne pas être trop long, je peux développer encore une fois, si vous le souhaitez. Ça a été dit, quand nos administrés ont une question, le premier réflexe, c'est de venir à la mairie. Mais quelle est la réponse qu'on peut leur apporter? La première chose, monsieur le maire, les poubelles, ça déborde. Ah, mais c'est pas moi, c'est l'intercommunalité. Monsieur le maire, quand est-ce que les réseaux d'eau vont être réparés? Ben, c'est pas moi, c'est l'intercommunalité. Monsieur le maire, quand est-ce que etc., l'urbanisme, etc. Donc, vous voyez bien que ce double discours de dire c'est les maires en première ligne, mais derrière, c'est pas nous qui gérons, ça décrédibilise. Et on en vient une des questions qui est dans votre questionnaire, le taux de participation du renouvellement des élections municipales a brutalement chuté parce qu'on ne voit plus la pertinence d'un maire dans les communes rurales. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Ville-de-France. Je ne sais pas qui souhaite commencer, M. Chéreau ou M. Stroman. Comme Eric le souhaite, peu importe. Frédéric, vas-y. Allez. Je compléterai si c'est nécessaire. Pas forcément. Non, parfait. Merci à toi, Eric. Et je pense que nous serons complémentaires sur ce que nous allons dire. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci d'abord de l'attention que vous nous portez et que vous portez à la commune dont nous savons que vous êtes les défenseurs au quotidien. J'ai noté d'ailleurs qu'un bon nombre d'entre vous avaient été maires et donc les sujets dont nous vous parlons ne vous sont pas inconnus. Ville-de-France était effectivement sur une strate différente des communes rurales. Alors, nous aurons beaucoup de sujets en commun et puis quelques nuances, évidemment, sans que ce soit des différences marquées. Ville-de-France, si je ne m'abuse, correspond aux communes entre 10 000 et 100 000 habitants, aux communes et à leurs intercommunalités. Et ce sont d'ailleurs souvent des communes centres d'intercommunalité. Je suis assez sensible à ce que disait Michel Gros tout à l'heure sur le rapport des communes à leurs intercommunalités. J'en redirai un mot dans mon propos. Une différence, à mon avis, la différence principale entre les communes rurales et les communes de notre strate, c'est le ratio entre le nombre d'élus et la population d'un côté et le nombre d'agents municipaux et la population de l'autre. Pour avoir fait des comparaisons dans mon territoire, je suis frappé d'une chose, c'est qu'en fait, les communes rurales sont plutôt très bien loties en termes de nombre d'élus pour 1000 habitants. Il y a une forte présence d'élus, un ratio de nombre d'élus pour 1000 habitants élevé, aux alentours d'une quinzaine ou dans ces eaux-là, alors que dans les communes de notre strate, on est à 1 élu pour 1000 habitants, en général, pas loin. Alors qu'à l'inverse, les communes rurales sont plutôt très peu dotées en termes d'agents pour 1000 habitants, et finalement les élus sont à la fois directeurs, chefs de service et parfois ouvriers, alors que dans nos communes, nous avons la chance d'avoir des administrations plus amples. Je prends un exemple, à Douai, moi si je veux un budget, je ne sors pas mon tableau Excel, j'appelle la directrice du budget. Si je veux à un moment donné qu'un appel à projet soit rédigé, j'ai de l'ingénierie derrière moi. Voilà, donc c'est à mon avis cette différence-là, principalement entre les communes rurales et les communes de notre strate.
Ce que les communes attendent, à mon sens, peut se résumer en 3 mots. C'est visibilité ou temps long, les deux sont synonymes, autonomie et souplesse. Et je me retrouve d'ailleurs à ce titre dans beaucoup de choses qui ont été dites par les collègues juste avant. Alors sur le temps long et la visibilité, justement, c'est de ça que nous avons manqué dans les années qui ont précédé. Et c'est vrai que la crise, les 2 crises peut-être qui ont été les plus dures pour nous, ça a été la crise sanitaire, où il a fallu tout inventer au quotidien. Et parfois d'ailleurs en se retrouvant au début de la crise un peu tout seul. C'est-à-dire que toutes les administrations d'État avaient fermé le rideau en se disant comment on fait pour arrêter de travailler d'abord. Et nous, on s'est dit comment on fait pour continuer à travailler. Ceux qui sont en première ligne et qui doivent, au contact du citoyen, inventer les solutions au moment où ils n'ont plus personne à côté d'eux. La crise que nous vivons actuellement sur l'inflation, sur les pénuries de matériaux, etc., est aussi très compliquée à gérer parce que nous travaillons sur des projets sur du temps long, parfois à l'échelle de 2 ou 3 mandats. Les plans pluriannuels d'investissement, c'est des plans sur 5 ou 6 ans et qui en réalité parfois, encore une fois, dépassent l'échelle d'un mandat. Quand on met en place un service, même pas seulement en investissement, donc en fonctionnement aussi, on travaille sur plusieurs années et donc on a besoin de cette visibilité, on a besoin de cette stabilité, on a besoin de stabilité dans nos ressources, de visibilité dans nos ressources, on a besoin de stabilité du cadre juridique et tout ce qui vient perturber cette capacité à travailler sur le temps long est très compliqué à gérer pour nous. Deuxième terme que je voulais souligner, c'est l'autonomie. Alors, autonomie à la fois vis-à-vis de l'État et autonomie, là je reviendrai sur ce que disait le collègue juste avant, autonomie dans notre organisation, nos choix d'organisation localement à l'échelle du bloc communal. Autonomie vis-à-vis de l'État, nous avons effectivement, et ça a été dit par un intervenant, parfois le sentiment que l'État, à mesure qu'il se déprend de ses propres moyens d'ingénierie, de sa capacité à faire, peut devenir de plus en plus tatillon ou se recroqueviller sur sa capacité ou son incapacité à contrôler. Avec parfois aussi, y compris dans les villes de notre strate, peut-être un peu moins que dans les communes rurales, mais malgré tout, une sorte de présomption d'amateurisme de certains grands services de l'État, notamment centraux, vis-à-vis des maires. A priori, si un maire a un projet, c'est sûrement quelque chose d'électoraliste, de trop cher, de mal adapté et de mal monté parce que le maire n'a pas la formation nécessaire, n'a pas les diplômes nécessaires, n'est pas sorti des bonnes écoles. Et donc, voilà, il y a toujours un petit soupçon sur ce que le maire a pu monter. Il vaudrait mieux quand même qu'une agence de l'État ou qu'un service de ministère vienne y mettre bon ordre pour que les choses soient faites comme il faut. Et ça, c'est assez agaçant. Parce qu'en réalité, c'est souvent pas le cas. Je prendrai quelques exemples en fin de propos sur voilà, les types de relations État-commune qui marchent bien, à mon sens, et celles qui sont assez frustrantes et compliquées au quotidien. Autonomie, donc. Autonomie vis-à-vis de l'État, ne pas se retrouver dans une position d'exécutant de l'État. Je vais prendre un exemple. Alors, nous avons travaillé récemment avec le sous-préfet de mon arrondissement sur un sujet qui le nécessitait, c'est les ERP, les établissements recevant du public. Ok, soit. Mais finalement, je me suis retrouvé un petit peu à devoir être l'exécutant d'un pilotage par un État qui, le sous-préfet n'y était pour rien, n'a plus les moyens de contrôler lui-même les ERP, n'a plus aucune ingénierie pour le faire. Et donc, de temps en temps, vient prendre le contrôle de l'ingénierie des communes en disant, ben voilà, vous allez me faire ça, rendez-moi des comptes. Si l'État veut exercer une compétence, ce serait pas mal que de temps en temps, il garde la capacité à le faire lui-même et à ne pas venir prendre le pilotage de nos ingénieries municipales pour faire le travail à sa place. Je vais revenir un instant sur la question de l'autonomie, cette fois-ci, du bloc communal. Et là, je suis totalement d'accord avec le collègue qui disait « laissez-nous organiser le bloc communal comme nous le voulons ». Je vais prendre d'autres exemples. Dans mon territoire, j'avais un office de tourisme de la ville de Douai qui marchait très bien, qui était une association soutenue par la municipalité, etc. On nous a dit « Ah là là, maintenant le tourisme, c'est intercommunal ». Le transfert a été très compliqué et aujourd'hui, la relation de la ville avec l'office de tourisme n'est plus du tout satisfaisante. Pour la gestion des visites du Beffroi de Douai, qui fait partie de l'hôtel de ville de Douai, c'est très compliqué parce que c'est l'office de tourisme qui gère, mais c'est dans l'hôtel de ville. Bon, enfin, on a tout transformé pour pas forcément gagner grand-chose en termes d'efficacité. Et personne n'était demandeur de ça.
Un autre exemple, on nous a dit la compétence habitat, c'est les intercommunalités. Bon, ok, soit. Sauf que la connaissance fine du parc des bailleurs, en réalité, c'est nous qui l'avons. Hein. C'est nous qui savons qui habite à quel endroit, c'est nous qui travaillons sur quelle famille on installe, dans quel logement, etc. Et moi, je voudrais mettre en place dans ma commune le permis de louer. Mon Dieu, je suis la seule commune de mon interco, 36 communes, à vouloir le faire. Mais on m'a dit, ah non, monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de mettre en place le permis de louer, c'est à l'interco de le voter. Oui, mais j'ai passé un accord avec l'interco, je vais prendre en charge toute l'ingénierie de l'interco, ne va pas me verser un centime. Je vais tout faire. Je vais recruter, ça va d'ailleurs me coûter cher parce qu'on n'a pas prévu que le propriétaire qui demande un permis de louer paye ne serait-ce que le coût du contrôle de son logement, donc ça va me coûter de l'argent, mais je suis prêt à le faire parce que c'est une compétence importante. Ça fait 3 ans que j'attends. L'intercommunalité n'a toujours pas voté le permis de louer et je n'ai pas le droit de le voter tout seul. Voilà, c'est 2 exemples parmi d'autres pour vous montrer que on a besoin de cette souplesse, de cette autonomie. Il y a des compétences où on choisira toujours que ce soit la commune qui fasse parce que l'interco n'est pas le bon niveau. Quand on est dans la finesse de la relation avec l'habitant, quand on est sur la petite enfance, quand on est sur le scolaire, quand on est sur le social, même parfois sur la politique de la ville, ce n'est pas forcément très simple de le confier à l'interco. L'interco, c'est une structure d'ingénierie qui regarde les choses de loin. Sur certains sujets, comme le développement économique, c'est très bien. Sur d'autres sujets, quand on est dans l'hyper-proximité, ça n'a pas de sens. Une autre chose que je voudrais dire sur l'interco, et je rejoins ce que disait le collègue, l'État a toujours l'impression que le bloc communal, c'est un tout, et qu'il suffit de parler à l'interco et tout le monde est au courant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'interco, c'est une structure différente de la commune, qui gère ses propres compétences avec son propre agenda et son propre projet politique. Et les communes et l'interco ne se réduisent pas l'une à l'autre. Ce sont des projets politiques différents et des strates différentes avec des compétences différentes. Que l'habitant considère que c'est la même chose, on peut le comprendre. Ce n'est pas à l'habitant de gérer notre complexité. Donc l'habitant, et le collègue l'a dit, il se tourne vers le maire et lui dit, écoutez, monsieur le maire, madame le maire, cette compétence est peut-être l'interco, mais moi, vous êtes mon maire. Je vous ai élu, donc débrouillez-vous. C'est à vous d'aller toquer à la porte de l'interco, c'est à vous d'aller gérer le problème. Moi, je ne veux pas le savoir, la poubelle, elle déborde. Et les habitants, d'ailleurs, n'ont pas de relation avec l'interco. Enfin, l'interco a été construite d'une manière assez bizarre. On a fait mi-chèvre, mi-chou. On n'est pas allé comme en Belgique ou en Allemagne à fusionner les communes, mais on a créé une strate supplémentaire sans en supprimer une autre. Bon. On n'est pas demandeur qu'on supprime les communes, donc très bien, on n'était pas forcément demandeur que l'interco soit poussé à marche forcée de cette manière par l'État, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les intercos existent, gèrent des projets de nature politique et non plus des projets techniques comme c'était le cas des syndicats avant. Or, les intercos n'ont aucun compte à rendre aux citoyens. Il faut le souligner. Les intercos, leur corps électoral, ce sont les maires. Donc, elles parlent aux maires, elles rendent des comptes aux maires, et dans beaucoup de territoires d'ailleurs, le projet territorial de l'interco, s'il existe, n'est pas présenté pendant les élections municipales. Ce n'est pas un sujet. Chaque commune parle des sujets municipaux, et le projet de l'interco se gère entre maires. Voilà. Donc, l'État serait avisé en revanche, parce que autant le citoyen n'a pas à gérer notre complexité, mais l'État, lui, doit comprendre que les maires et l'interco, les communes et l'interco, ce n'est pas la même chose. Et l'État doit parler aux intercos sur les compétences intercommunales, mais il doit parler aux maires sur les compétences communales. Je termine avec, parce que j'ai été long, la souplesse. On a besoin, parce que justement nous travaillons sur le temps long, parce que les sujets sont complexes, parce que nous sommes au croisement de plein de problématiques, parce que le maire est fondamentalement un ensemblier, nous avons besoin que l'État nous facilite la vie. Et effectivement, ça a été dit par un interlocuteur, les appels à projets, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué. Non seulement en termes de charge d'ingénierie, mais parce qu'en fait, les appels à projets viennent nous bousculer quand nous sommes dans une logique de mise en place sur le temps long, dans une vraie cohérence d'ensemble de toutes nos politiques. Et sur un appel à projet, il faut faire semblant de sortir quelque chose de tout neuf et de tout nouveau de son chapeau, juste pour avoir quelques sous pour en réalité financer du temps long. On a besoin de souplesse aussi, et là, je parlais du maire ensemblier, on a besoin d'avoir un État ensemblier et un État qui regarde les choses de manière croisée en face de nous, qui comprennent à quel point ce que nous touchons est systémique. Nous ne touchons pas des sujets juxtaposés, nous touchons un écosystème, nous gérons des écosystèmes locaux. Et c'est pour ça que souvent les maires apprécient la relation avec le préfet, voire encore le sous-préfet, surtout dans un département qui a la population d'une région comme le Nord, parce que c'est enfin un État à une seule tête et qui est un ensemblier et qui est capable de nous répondre de manière croisée sur plusieurs thématiques.
C'est compliqué d'avoir affaire à 15 agences de l'État ou 15 directions régionales de l'État qui parfois ne se parlent pas, à un ABF local qui ne dit pas la même chose que l'ABF qui est au-dessus et qui ne dit encore pas la même chose que les pompiers quand on travaille sur un bâtiment insécurisé. Quand sur un PLU, on a d'un côté le sous-préfet qui nous dit il faut construire de toute urgence parce qu'il y a une usine de batterie qui vient dans le Douaisis, donc sortez-moi des projets de construction et de rénovation de logements. Et de l'autre côté, la DDTM qui dit ah ben quand même, dans votre PLU, alors même que vous êtes en ZAN, vous avez beaucoup de construction de logements sur des friches, donc échelonnez-les parce qu'il ne faut pas tout sortir tout de suite. Ok, bon. Voilà, donc cette capacité à avoir en face de nous un État ensemblier, un État qui parle d'une seule voix, c'est important, et aussi, si possible, des sous-préfets et des préfets qui assument de temps en temps d'arbitrer. Il y a des cas où la loi n'est pas totalement claire et où on peut l'interpréter dans un sens ou dans un autre, où il y a une marge de manœuvre, que l'État utilise cette marge de manœuvre et l'utilise dans un sens de simplification à l'égard des maires, en disant, écoutez, là, on assume, il y a une petite zone de flou, allez-y, on vous couvre. C'est pas souvent que ça arrive, mais c'est quelque chose qui pourrait être très, très utile. Je termine parce que j'ai été long, je vais laisser la parole à Eric, mais avec quelques exemples concrets de choses qui marchent bien et de choses qui marchent moins bien. Je vais commencer par ce qui marche moins bien. Allez, tous les schémas qu'on nous demande de faire à longueur de temps, on y passe des heures et ça finit dans un tiroir. Chez nous, on a fait une convention de sécurité intégrée. Bon, ok, on a mis par écrit tout ce qu'on faisait au quotidien. Ça ne m'a pas rapporté un policier national de plus et je vais encore attendre 6 mois pour avoir une réponse sur les caméras mobiles que je vais installer à Douai. Donc cette CSI, elle a fini dans un tiroir. Bon que j'ai avec ces services. Le CRTE, j'ai fait des pieds et des mains pour être intégré au CRTE. Je n'ai pas eu le droit de le signer parce qu'on m'a dit ah non, monsieur le maire, non, les maires n'ont pas leur place là-dedans, même le maire de la ville-centre, c'est les agglos. Je sais bien que mon agglo ne porte pas forcément les sujets qui sont les miens. Encore une fois, l'agglo et la ville ont deux agendas politiques un peu différents et je ne suis même pas vice-président étant pourtant maire de la ville-centre. C'est d'ailleurs une réponse à mon collègue qui disait dans les agglos, c'est souvent les villes-centres qui prennent tout, qui font tout. Non. Il y a aussi, comme dans le Douaisis ou dans la métropole lilloise, des cas où les communes périphériques, parce qu'elles sont surreprésentées par rapport à leur population, prennent le pouvoir dans une agglo et les villes-centres en souffrent. Donc les deux cas existent, mais les agglos sont parfois des lieux inconfortables en termes de coopération. Donc voilà, le CRTE qui est encore un machin où on a passé des heures à rédiger, en général on fait long pour faire sérieux et ça n'avance pas plus que ça les projets. Des sujets qui ne marchent pas très bien, le contrat de ville, où on saupoudre, il n'y a pas de cohérence et chaque année on passe des heures en mobilisant une ingénierie énorme voilà, pour financer une vingtaine de projets. L'ANRU, typiquement le cas de cette grande agence de l'État qui vient nous dire avec beaucoup de morgue qu'il faut multiplier les études pour à la fin sortir ce que les maires savaient depuis le début et enfin obtenir les financements, mais qu'on va nous mesurer en vérifiant à chaque fois qu'on sait les utiliser parce qu'il y a ce soupçon permanent. Allez, ce qui fonctionne bien en revanche, ce qui fonctionne pas mal, c'est quand on est sur un soutien souple de l'État sur des projets de temps long où la stratégie est vraiment définie par le territoire. Le programme de réussite éducative, ça marche bien, ça c'est chouette ce genre de projet et c'est ce qui marche mieux chez moi dans le contrat de ville. La cité éducative, malheureusement ça ne durera que 3 ans, mais là on est vraiment dans quelque chose qui est construit par le territoire, les maires ont la main et on nous laisse une vraie autonomie d'initiative, d'invention de ce que nous voulons faire. Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, ça marche pas mal. C'est quelque chose sur lequel Ville-de-France est un partenaire évident de l'État, mais c'est typiquement le genre de dispositif porté justement par un préfet qui connaît bien les maires, où les maires ont été laissés à la manœuvre et chaque territoire a inventé son Action Cœur de Ville à sa manière, à partir de ses besoins. Ce qui m'inquiète d'ailleurs, c'est que j'ai récemment compris que le président interrogeait beaucoup ce dispositif en disant « mais c'est quand même pas très bien contrôlé par l'État, chacun fait ce qu'il veut de son côté, on ne comprend pas très bien la cohérence d'ensemble. Est-ce qu'Action Cœur de Ville est un bon dispositif ?» Vu des maires, oui. Vu de l'Élysée, peut-être moins. Je vais m'arrêter là parce que j'ai été très long. Je veux laisser la parole à Eric, mais voilà, dans un premier temps, quelques éléments que, en tant que maire d'une ville de 40 000 habitants, je pouvais vous partager. Merci de votre attention. Si, monsieur le maire, et sachez que votre présomption d'amateurisme a fait recette chez nos collègues. Merci. Je vais passer la parole à Eric Stroman et puis après, je laisserai la parole aux collègues afin qu'ils puissent eux-mêmes vous interroger les uns et les autres. Merci. Voilà, bonjour, Eric Stroman.
Je suis maire de Colmar, 70 000 habitants, une agglomération que je préside également, 110 000 habitants. Alors, je réponds à l'avenir de la commune et du maire. L'avenir du maire, je crois que les Français sont très, très attachés à la figure du maire. J'ai été président de département, j'ai été parlementaire. Nos concitoyens ont une relation très particulière avec le maire. C'est un attachement historique et je crois qu'il faut maintenir l'image du maire comme ça au sein de la population, même si avec la montée des réseaux sociaux, ça devient parfois plus difficile de faire passer des messages et on se retrouve parfois avec des contradicteurs qui ne participent pas de la même façon que ça se passait dans le temps au débat public. Mais je crois effectivement que cette fonction de maire doit être défendue. Alors, je vais répondre très concrètement. Le maire pourra, à la question qui a été posée précédemment, quelles sont les compétences que la commune doit conserver pour que le maire puisse subsister dans ses fonctions. Il faut quand même que la commune exerce un certain nombre de compétences. Très clairement, la commune doit s'occuper des écoles, du périscolaire. La commune doit s'occuper de l'urbanisme. À partir du moment où le maire ne s'occupe plus d'urbanisme, je crois que le compte à rebours de la fin de la commune et de la fonction de maire va démarrer. Il doit s'occuper de culture, de sport, parce que là aussi, je pense qu'on a assez à faire au niveau des structures intercommunales pour bien que ces communes s'occupent de ces fonctions. Un autre aspect qui n'a pas été abordé, c'est nos relations avec les départements, les régions. Moi, je pense très clairement qu'on a une strate en trop. C'est la course lorsqu'on inaugure derrière le coupé de ruban des différents financeurs. Nos concitoyens, même nous-mêmes, on ne comprend plus exactement qui fait quoi. Et je crois qu'il y a un bing-bang institutionnel qui se prépare. Et il faut réduire d'une strate cette échelle pour le rendre plus compréhensible par nos concitoyens et par nos services. Une chose qui fonctionne bien, je dirais, c'est les espaces France Service qui ont été mis en place après les Gilets jaunes. Je ne vais pas parler de ce qui ne fonctionne pas, on l'a évoqué, mais les espaces France Service, qui d'ailleurs au départ étaient plutôt réservés aux communes rurales, eh bien, je me rends compte, elles fonctionnent très bien en zone urbaine, en particulier dans nos quartiers de reconquête républicaine où les gens ont plus de difficultés pour des raisons intellectuelles, financières, pratiques, d'accéder à Internet. Voilà ce que je souhaitais vous dire en complément, et j'approuve évidemment ce qui a été dit par mes collègues précédemment. Merci beaucoup. Je vais maintenant peut-être passer la parole aux collègues qui souhaitent vous interroger. Je ne sais pas qui. Anne Chain-Larché. Oui, mais merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Bonjour, messieurs les maires. Il y a une question qui peut-être n'a pas été abordée, c'est celle de l'assainissement et de l'eau, et le report éventuel de la prise de compétence par les communautés de communes de cette compétence qui jusque-là est facultative. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel est votre point de vue là-dessus? De questions, Jean-Michel Arnaud. Oui, merci Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente. Il a été évoqué rapidement tout à l'heure la question de l'attractivité de la fonction publique territoriale et des RH. J'aurais une question à vous poser sur l'articulation aussi RH entre le niveau communal et intercommunal. Je constate qu'un certain nombre d'intercommunalités a fait le choix d'une mutualisation intégrée qui se traduit bien souvent par une absorption et une mutualisation des services de la ville-centre avec l'intercommunalité, ce qui crée, me semble-t-il, des difficultés d'appropriation des agents intercommunaux et aussi de la liaison entre les personnels communaux des communes membres de l'intercommunalité avec leurs collègues de la ville-centre. Est-ce que vous avez sur ce sujet un éclairage, une observation particulière ou des suggestions à nous faire? Merci. Merci. Cécile Cukierman. Oui, merci. Tout d'abord, merci pour les différentes interventions qui, effectivement, je crois, sont emplies
réalité et j'oserais dire de vraie vie, en tout cas, auxquelles toutes et tous peuvent être confrontés. Une remarque et une question sur ce qui a été dit. Effectivement, vous avez évoqué l'enjeu finalement pour que l'échelon communal et donc le pouvoir du maire, mais plus largement du conseil municipal, soit aussi respecté et reconnu, de la question du nombre de compétences et finalement de ce qui reste à pouvoir faire, si ce n'est simplement recevoir les gens quand ils viennent toquer à la porte de la mairie. L'un d'entre vous, je crois, le dernier intervenant, a évoqué tous les enjeux d'urbanisme dont on voit effectivement qu'ils tendent à se réduire dans la capacité du pouvoir du maire dans ce domaine-là, y compris avec la multiplication de PLUI et de tout ce qui va autour. Je ne développe pas. Notre collègue Anne Larcher vient d'évoquer la question de l'eau et de l'assainissement. Est-ce que, à vos yeux, il y a d'autres compétences qui auraient peut-être été remontées de façon parfois un peu brutale ou en tout cas à caractère obligatoire, qui aujourd'hui viennent à manquer, parce que la question bien évidemment n'est pas d'avoir une collection comme dans un album Panini du nombre de compétences communales, mais en revanche effectivement de pouvoir exercer des missions pour redonner aussi de la légitimité face à nos concitoyens du pouvoir du maire. Merci. Merci. Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur et Messieurs les maires de vos précisions. Je compléterai le propos de mon collègue Arnaud concernant donc les difficultés des équipes administratives dans les communes et peut-être interroger par rapport notamment à l'absence maintenant d'interlocuteurs au niveau des finances publiques. Qui, dans bien des cas, pose un vrai problème. Les maisons France Service ne sont pas du tout une réponse à ce problème. Et le conseiller fiscal qui a été mis en place et qui aujourd'hui, dans certains cas, peut avoir plus d'une centaine d'interlocuteurs pour les budgets notamment, est un vrai problème. Et est-ce que ça ne contribue pas à rendre, je dirais, l'exercice du métier de secrétaire de mairie encore plus complexe et peut-être moins attractif eu égard aux difficultés rencontrées? Merci. Je vais vous redonner la parole, messieurs les maires. Je ne sais pas qui souhaite commencer à répondre aux 4 questions qui sont posées. Monsieur Stroman. Voilà, comme j'étais le moins bavard tout à l'heure, au assainissement, en Alsace, il n'y a aucun problème parce qu'on puise dans la nappe phréatique d'Alsace. Et je crois que dans le Bas-Rhin, il y a un syndicat unique pour l'ensemble des communes du Bas-Rhin. Quasiment toutes les communes ont adhéré, donc il n'y a pas de difficulté particulière en matière d'eau et d'assainissement. Ça peut être différent ailleurs en France où on cherche l'eau sur différents bassins de collecte. Pour l'urbanisme, moi je reste convaincu, à partir du moment où vous mettez en place un PLUI et que l'urbanisme est géré par l'intercommunalité, eh bien ça réduit considérablement les pouvoirs du maire. Et c'est le compte à rebours pour la disparition de la commune. Voilà, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si c'est l'avis de l'association, mais je le vis comme ça sur mon territoire. Et donc, pour tous les maires, on est toujours favorable au maintien de la compétence urbanisme dans les communes. Ensuite, nous, on a une difficulté, mais je crois que ça doit être assez général, que ce soit les grandes communes où c'est peut-être plus facile de recruter, mais dans les petites communes, de trouver des secrétaires généraux de mairie. C'est devenu une denrée extrêmement rare, où d'ailleurs les différents collègues, évidemment, font augmenter les prix et se piquent les secrétaires généraux d'une commune à l'autre. Je me demande s'il ne faudrait pas réfléchir à vraiment créer un diplôme de secrétaire de mairie, une formation structurée à travers l'université ou des écoles. Ça existait dans le temps, il y avait des écoles pratiques d'administration qui ont disparu, et pour trouver un vivier de recrutement de secrétaires de mairie qui, chez nous, sont devenus une denrée rare. Merci, Monsieur Gros. Oui, merci pour la parole à nouveau. Donc, sur quelques réponses sur les questions concernant la compétence eau et assainissement, j'ai eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, mais je vais bien développer. Depuis que nous, on est en communauté d'agglo, depuis que la compétence a été transférée de manière obligatoire
à la communauté d'agglo. En gros, on fait double travail, c'est-à-dire que les besoins émanent bien entendu de la commune. C'est nous qui devons faire le travail de recherche pour faire les travaux, c'est-à-dire rechercher l'entreprise qui va nous accompagner, etc. Préparer toute la paperasse administrative. Ensuite, ça part à l'intercommunalité. L'intercommunalité valide ou pas le dossier. Ensuite, il faut que le conseil communautaire vote tout ça. Et puis après, on peut faire les travaux. Donc, on voit bien qu'en termes de réactivité et en termes de lourdeur administrative, le fait d'avoir transféré la compétence eau et assainissement à l'intercommunalité n'est pas vraiment exemplaire. D'autant que, et moi je ne peux parler que pour les communes rurales en tout cas, hein, évidemment, d'autant que c'est un sujet très sensible, nous sommes sensibles à l'eau, puis comme je le disais tout à l'heure dans mon premier propos, l'eau, pour la plupart du temps, elle est dans les territoires ruraux, donc on y fait très attention. Et au niveau de l'assainissement, c'est pareil. Donc, l'État a suffisamment de contrôle sur les stations d'épuration et les rendements de réseaux d'eau, sans pour autant contraindre la mutualisation et passer à l'intercommunalité. Ce qu'on constate, ça a été une question qui a été posée sur les RH. Ben, ce qu'on constate, en tout cas, c'est que moi je le vois, hein, depuis la fusion en 2017, eh bien, le coût des RH au niveau de l'intercommunalité ne fait que croître. Et alors que nous, bien entendu, il n'y a pas eu forcément de transfert de personnel au niveau de l'agglo, si ce n'est les crèches. Mais toute la partie PLU, toute la partie gestion de l'eau, les élus et ou la DGS qui s'occupe de tout ça, les marchés publics, eh bien, c'est toujours resté en la commune et c'est nous qui le faisons. Donc, le fait d'avoir transféré à l'intercommunalité n'a pas fait d'économie d'échelle. Et comme aime à le dire notre président national, depuis des années qu'il connaît les échelles, il n'a jamais vu faire des économies. Donc ça, c'est dit. On est également opposé au PLUI. Le PLUI, ça a été dit par un collègue de la commune de Colmar. Donc on voit bien qu'entre 70 000 habitants et une commune de 2500 habitants comme la mienne, il y a un grand écart. Mais pour autant, on se rejoint là-dessus, c'est-à-dire que le PLU doit rester à la main du maire et du conseil municipal pour être vraiment en phase avec le besoin et les attentes de la population. Il y a des communes qui veulent se développer pour X raison et c'est respectable, je n'ai pas à juger, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit nous laisser la liberté de le faire. Et puis encore une fois, l'État est là pour encadrer si d'aventure il y a des dérives. Et enfin, ça a été évoqué, les aides de l'État qui disparaissent, enfin les aides techniques, hein, notamment le conseiller fiscal. Alors le conseiller fiscal, on nous a vendu ça comme étant la panacée, puisque bien entendu, comme on a rationalisé, on n'a pas dit fermé, on a dit rationalisé les trésoreries, donc ça veut dire fermer en fait. Et on nous a mis un conseiller fiscal, puisque bien entendu, en parallèle de ça, on nous a contraint de passer à la M57, et puis on nous a contraint à tout un tas de choses qui font que l'État s'est senti probablement un peu coupable et nous aide avec un conseiller fiscal. Alors, je ne peux pas parler pour les collègues, et je pense qu'ils le feront eux-mêmes mieux que moi, en ce qui les concerne, mais je dois dire que dans le bassin dans lequel je suis, bassin de vie dans lequel je suis, le conseiller fiscal est très efficace, et j'avoue qu'il apporte de précieux conseils, notamment auprès de ma DGS. Voilà. Merci. Monsieur Chéreau, si vous voulez rajouter un... Oui, quelques mots pour compléter ce qu'ont pu dire très bien mes collègues. Sur l'eau et l'assainissement, bon, chez moi, c'est géré par l'intercommunalité, c'est plutôt satisfaisant. Alors, sachant qu'on est quand même dans une situation complexe où une grande partie de l'intercommunalité est couverte par un syndicat d'échelle départementale et l'agglomération de gère l'eau et l'assainissement finalement pour la moitié des communes environ. Les deux écueils que j'y vois, c'est d'un côté la gestion du calendrier des interventions sur un chantier de voirie. L'agglomération fait donc partie des concessionnaires et on sait que pour l'acceptabilité par la population des chantiers de voirie, il faut être vraiment capable de gérer le phasage de ces différentes interventions, faire en sorte que les interventions autant que possible se chevauchent ou s'enchaînent le plus efficacement possible.
Et forcément, plus il y a d'intervenants, plus ce calendrier des interventions sur la voirie peut être perturbé. Moi, ça m'arrive quelquefois d'avoir mis à mon plan d'investissement une voirie. L'aglo me dit, oui, nous, on va faire notre intervention assainissement, c'est prévu, d'accord. Et finalement, quand moi, je suis prêt à lancer mes appels d'offres, l'aglo me dit, en fait, non, on est un peu en retard, on a d'autres chantiers, on ne va pas pouvoir, ce ne sera pas cette année, ou alors on le fera en fin d'année. Voilà, ça, c'est parfois un petit peu perturbant. L'autre aspect, on n'est pas exactement dans l'eau et l'assainissement, on est plutôt dans la gestion des inondations, le I de GEMAPI, la gestion des risques. Et là, parfois, en fait, le périmètre pertinent n'est même pas l'agglomération, il est au-delà. Nous, dans le Nord, on est un territoire plutôt plat où tous les cours d'eau sont plus ou moins reliés entre eux, ont été très anthropisés depuis des siècles, parfois depuis le haut Moyen-Âge. Et donc, le réseau est très complexe. Et il faudrait pratiquement qu'on crée, nous, un établissement public territorial de bassin qui aille du bassin minier jusqu'à la métropole de Lille sur 4 ou 5 agglomérations et 2 départements. Et à cette échelle-là, ça pourrait être intéressant pour le coup que l'État prenne un peu la main, parce que ça commence à devenir très compliqué de gérer ces échelles en partant simplement du niveau des communes ou des intercommunalités. Sur ce qu'ont dit mes collègues sur le fait de garder un pouvoir d'ingénierie aux communes, oui, 100 fois oui. Je vais aller un peu à l'encontre de la doxa qui, je pense, circule dans les ministères, mais j'aurais tendance à penser que l'ingénierie et le projet stratégique de territoire doit d'abord être quelque chose qui appartient aux communes, parce que les communes sont élues sur un projet politique en direct face à la population. Et qu'en revanche, les agglomérations doivent davantage être sur des compétences techniques et moins politiques au choix des maires et des communes qui composent ces intercommunalités. Nous avons besoin de garder la main sur l'urbanisme, ça c'est absolument fondamental. C'est vrai, le passage au PLUI a été souvent vécu comme très difficile, une perte de substance par beaucoup de communes. Et quand on est dans des agglomérations comme la métropole européenne de Lille, sur 100 communes, où un collègue le disait tout à l'heure, on n'est même plus capable de connaître les autres maires, et ça c'est important, appeler chacun par son prénom, savoir qui est qui. Quand on est 100 communes, on ne peut pas. Moi chez moi c'est 36, ça va encore, mais des PLUI à cette échelle, ça devient la chose des services. Et les services de l'intercommunalité parlent à l'État, et les maires sont dépossédés de ce qui est fondamentalement leur métier, leur outil stratégique numéro 1, le PLU, sur leur commune. Et en plus, quand on doit faire une modification sur un PLUI, ça c'est quelque chose que Île-de-France défend, au moins quand il y a des PLUI, qu'on soit capable de faire des modifications à petite échelle qui concernent 1 ou 2 communes, sans lancer tout un barnum de consultation où tout le monde doit donner son avis. Les maires ne doivent pas, demain, ce serait mortifère pour les communes, ne doivent pas être ceux qui simplement gèrent le quotidien, gèrent les gens qui viennent toquer à la porte parce qu'ils ont un trou dans le trottoir, parce qu'ils ont besoin d'un logement, parce qu'ils veulent une dérogation dans telle ou telle école. Si on se retrouve à simplement gérer ces petits sujets sans être capable de piloter du stratégique, alors oui, effectivement, c'est la mort de la commune. En parlant d'ingénierie, et je terminerai là-dessus, c'est peut-être une attente forte que nous avons pour être en capacité de gérer nos projets. Nous aurions besoin parfois de soutien de l'État en termes d'ingénierie. Nous avons du soutien de l'État en termes de finances, c'est bien, mais parfois sur certains projets, on a l'impression que, vu de l'État, tout ce qui est du fonctionnement, c'est dangereux, c'est du gaspillage, il y a toujours un risque de gabegie, il ne faut jamais mettre d'argent sur le fonctionnement. Voilà. Moyennant quoi, par exemple, la dotation politique de la ville, chez moi aujourd'hui, le préfet a décidé, c'est plus qu'en investissement, c'est pas en fonctionnement. Or, pour porter des projets, pour préparer l'avenir, par exemple, elle est inventer de nouvelles sources de production d'énergie locale, transformer nos centres-villes, par exemple, sur des sujets comme cela, ou porter simplement, moi je dois demain créer une nouvelle cuisine centrale avec une approche de projet, c'est intégré dans le projet éducatif de territoire, c'est en lien avec le projet alimentaire de territoire. Je dois, dans quelques années, j'ai le projet de créer un grand pôle petite enfance intégrant une maternelle, une école élémentaire et une crèche. Pour porter ce genre de projet, il nous faut de l'ingénierie, et si l'État était capable de nous apporter des soutiens financiers pour financer pendant 2 ans, 3 ans des contrats de projet, ce serait extrêmement précieux parce que ces projets ne sortent au bout d'un moment que quand on a quelqu'un de bien cortiqué à mettre sur le dossier et qui s'y consacre à 100%. Merci beaucoup. Je me tourne vers les collègues. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas. Oui, Jean Sol. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Messieurs, merci pour vos éclairages, en tout cas sur ce que vous vivez au quotidien. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a exprimé notre rapporteur tout à l'heure, notamment sur le statut de l'élu, d'une part.
Et puis sur les difficultés enfin, que vous constatez pluriquotidiennement, mais qui sont aussi exprimées par les secrétaires, notamment nos secrétaires de mairie. Hein, je ne parle pas des directrices de services diplômées et compétentes, mais des secrétariats de mairie dont il faut parfois s'accommoder. Merci. Jean qui souhaite répondre. Monsieur Gros. Oui, je veux bien, oui. Bien, la question renvoie au statut de l'élu, si vous voulez. Aujourd'hui, alors ce que je dis est vrai aujourd'hui, puis après, quand on va arriver plus près de 2026, il va y avoir des poussées de gens qui veulent s'occuper de la mairie. Mais en fait, quand on regarde, le maire, on est responsable de tout. Et on ne réalise pas, tant qu'on n'est pas élu, combien on est sur le fil en permanence. En fait, le moindre pépin, c'est sur le maire que ça retombe de manière juridique, de manière un problème financier également. On a des budgets à gérer. Alors, si on est expert ou si on peut s'entourer de personnes qui peuvent nous aider, ben, tout va bien. Mais si on n'est pas entouré ou si on n'est pas aidé, c'est compliqué. Donc, les formations des élus, le soutien de l'État à travers une aide, comme ça a été dit tout à l'heure, en ingénierie, mais également un soutien, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le conseiller fiscal, serait de nature à permettre aux maires de générer une certaine appétence pour la fonction de maire qui est vraiment très, très difficile. Et j'avoue que très souvent, ça n'a pas encore été évoqué, mais quand on se pose la question de savoir la vocation des maires, il y a une perte de sens également qui se fait jour parce que bah, des fois on se dit mais pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on fait tout ça? Sachant qu'encore une fois, on ne compte pas nos heures, on ne compte pas nos responsabilités. Et là, et puis à côté de ça, on a face à nous des citoyens qui deviennent des administrés, qui sont des consommateurs et qui donc ne prennent pas en compte ou ne mesurent pas le travail qui doit être accompli pour faire avancer ne serait-ce que d'un peu la chose publique. Et là, l'État, à mon avis, en tout cas, a un rôle. Il faut que l'État affiche haut et fort la volonté de soutenir les communes rurales en particulier, parce que moi, je suis vice-président des maires ruraux, mais toutes les communes en général, et que cette spécificité qui fait la France, qui fait ce maillage très fort au cœur de tous les territoires, c'est les communes qui le font. Qui a réussi, quand il y a eu les gilets jaunes dont on recommence à parler aujourd'hui, qui a fait les cahiers de doléances, qui a fait remonter à l'État, c'est les communes. Et c'est les communes rurales principalement qui étaient à l'origine. Bon, tout ça, ça a été scanné, mis bien au chaud dans un placard et ça n'a pas été traité. Pourtant, on est en phase avec notre population, on le voit, on sait ce qu'ils attendent. En tout cas, quand on essaie de s'occuper correctement de notre commune. Donc, pour conclure, si vous voulez, moi, ce que je voudrais dire, c'est pour faire simple, si j'avais quelque chose à dire à l'État, d'ailleurs, je l'ai déjà fait, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. 3 choses. La première des choses, c'est de dire écoutez-nous. Quand on dit les choses, écoutez-nous. L'État n'a pas la science infuse. Nous non plus. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas la prétention de vouloir gérer la France, mais on a peut-être la prétention de gérer nos communes rurales. Donc, écoutez-nous. Nos besoins, quand on les exprime, ils sont réels. Aidez-nous. Quand vous avez entendu ce qu'on vous a demandé, aidez-nous. Ne nous mettez pas systématiquement des barrières. C'est toujours du oui, mais non. Oui, on va vous aider, mais non, on ne peut pas le faire. Donc, c'est toujours compliqué. Et 3, faites-nous confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous nous aidez, faites-nous confiance. Là, on est soumis à des règles de contrôle qui sont draconiennes et qui sont, ah oui, mais là, vous comprenez, la linéa 15 de la ligne 22 n'a pas été remplie, on vous enlève de la DETR ou vous n'avez pas droit à ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà.
Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour vos témoignages. On va conclure et je vais remercier aussi nos collègues qui étaient nombreux ce matin autour de la table. Vos éclairages ont été pour nous très, très instructifs, même si on partage beaucoup de ce que vous avez dit. En ayant été maire, nous aussi, dans une autre vie, mais quelques années dans des territoires très ruraux. Et on s'est beaucoup retrouvés dans vos constats et dans vos préoccupations. Vous dire aussi que le Sénat se préoccupe au quotidien de la vie des communes, non pas qu'à travers cette mission, puisque cette semaine, il n'y a pas moins de 5 propositions de loi qui seront étudiées en séance, qui concernent les collectivités, notamment le ZAN, notamment la compétence au assainissement. Donc, pour vous dire qu'on est à vos côtés et notre conviction profonde est que la commune reste une strate et d'une importance majeure pour l'avenir de notre pays et pour le lien social de nos territoires. Merci en tout cas à vous tous et puis au plaisir de vous retrouver au gré d'autres réunions. Merci en tout cas. Au revoir. Merci beaucoup pour l'initiative. Au revoir. Merci.